Duya jani madura mikare, kpalia ba jombade. Atibu masana, atibu bakwo. Nyak bakba masana agbesan masana dibolo. Boli jombe. La chanson dit, quel signe est tombé? Le signe qui est tombé s'appelle Jongbe, la voix, le verbe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un arbre ne porte pas le fruit d'un autre arbre. Le baobab ne donne pas du piment. Le piment ne donne pas des aubergines. C'est ainsi. Je suis la voix. C'est le premier signe des 256 signes de la géomancie vaudou. Ce même signe raconte l'allégorie suivante. Peut-être avant de vous raconter l'allégorie, eh bien, je m'appelle Basile Kligué. Je suis dans la banlieue lointaine de Paris. Je suis à peu près à 100 km de Paris. Et c'est souvent que je fais des recherches sur le vaudou en Afrique. Et j'en ai fait une thèse en avril 1994 avec le professeur Jean Guiard, ici même à l'école pratique des hautes études. Tout à l'heure, dans le diaporama que je vous montrerai, eh bien, je vous montrerai les bouquins que j'ai pu faire avec mes recherches. Donc, tout ce que je vais vous présenter, ce sont des recherches cliniques et puis théoriques qui remontent à plus de 30 ans déjà. Alors, la chanson que je viens de vous donner, et je disais donc que c'est le premier signe de la géomancie vaudou qui dit ça. L'allégorie de ce signe, l'une des allégories, je vais vous la raconter. Avant, le pénis et Vekou, les testicules, sont des voisins. Tous les deux sont des paysans. Ils font de la culture de l'igname. Kolo, le vagin, est commerçante. Celle-ci passe régulièrement devant les champs des deux voisins pour aller au marché de Djaminakoshi. Un jour qu'elle passait, elle demande à Vekou de lui donner un peu d'igname. Ce dernier refuse catégoriquement. Un autre jour, c'est Ava qui était là. Gentil et prévenant, Ava accepte de donner de belles ignames à Kolo. De retour du marché, Kolo arrive à l'orée des champs des voisins quand le ciel menaça et il se met à pleuvoir. Kolo se précipita pour s'abriter sous le hangar champêtre des deux voisins. L'orage s'intensifia au point que nos cultivateurs commencent à prendre froid. Kolo proposa avant de la pénétrer pour se réchauffer. Il ne se fait pas prier. Vekou fonce à son tour pour se réchauffer aussi, mais Kolo lui ferme la porte au nez pour son avarice. C'est d'ailleurs comme cela que, et pour cela, et que même aujourd'hui, les testicules se précipitent, mais restent désespérément à la porte à cause de leur avarice. Je suis content de vous faire rigoler, mesdames, messieurs, mais ne nous limitons pas à la seule image qui pourrait sembler fort érotique de ce mythe. Chez les vaudouisants, c'est une histoire qui se raconte sans pudeur. C'est la vie de tous les jours. En consultation, face au patient, le prêtre traditionnel voit un homme qui, à cause de son avarice, se verra refuser les faveurs de la gente féminine. Parce que l'on se rend compte, après coup, l'homme aura tendance à multiplier ses partenaires. C'est aussi là le piège pour l'homme. Parce que la femme ne lâchera pas facilement prise, une femme tiendra l'homme par les pieds, une autre le tiendra par le cœur, et la troisième le tiendra par la tête. Alors, le proverbe du même signe viendra nous dire:
Si l'un coupe avec une hache et que l'autre souffle sur le feu, tu tomberas très vite, quelle que soit ta force. Face à une patiente, le praticien verra une femme possessive en prise avec les hommes, incapable de se constituer prisonnier. De ce fait, l'homme fuira devant la femme et la femme recherchera continuellement un partenaire stable. C'est d'ailleurs souvent elle qui fera les premiers pas. En définitive, nous sommes face à une instabilité conjugale. Cette instabilité peut être passagère s'il s'agit d'une consultation ponctuelle ou un destin à assumer s'il s'agit du fat destin de l'individu. Pour remédier à cet état de fait, le tradipraticien proposera des rituels qui auront pour objectif principal d'harmoniser l'individu avec son moi intérieur. La plupart des rituels vaudous constituent des suggestions au psychisme de l'individu. Ces suggestions peuvent se renforcer par des interdits. Alors, les interdits deviennent des autosuggestions. L'interdit pour l'homme peut être, par exemple, la polygamie, et pour la femme, d'observer l'abstinence sexuelle certains jours de la semaine. Ça peut être aussi la même chose pour l'homme. Généralement, la suggestion des rituels et l'autosuggestion des interdits guérissent d'abord le moi intérieur, le psychisme ou encore le côté invisible de l'individu. Puis, le psychisme somatise dans le corps physique ou dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas de la magie, mais comment est-ce possible mécaniquement? Le terme vaudou, nous l'écrivons V-O-D-U et non V-A-U-D-O-U. Les anciens qui arrivent à phonétiser leur langue, quand je suis allé les voir et j'ai écrit le vaudou V-A-U-D-O-U, ils me l'ont lu Vaoudou. Et je leur ai demandé comment est-ce qu'on l'écrit. Alors ils me l'ont écrit de cette manière V-O-D-U. Quand vous allez sur le terrain, c'est ce que vous allez avoir. C'est seulement et selon cette orthographe que le terme vaudou signifie quelque chose dans la langue des vaudouisants. Et Dieu seul sait qu'il y a une multitude de langues chez les Adjatado. Alors, l'origine connue du vaudou aujourd'hui, c'est davantage sur la côte ouest africaine, ce que l'on appelle encore la côte des esclaves. Nous avons davantage le Togo, le Bénin, le Ghana. Et le vaudou va aussi jusque chez les Yoruba, dans le sud du Nigeria, mais là, on l'appelle Orisha. Donc, c'est de l'Afrique qu'est parti le vaudou par le biais de l'esclavage pour arriver dans le Nouveau Monde. Le mot vaudou est un terme adjatado. Le terme vaudou est composé donc des termes vo et de dou. Vo signifie invisible ou inconnaissable dans la langue de la géomancie afan. Dou signifie monde. De ce fait, le mot vaudou dérive de l'expression vaudou, ou précisément voop-dou, le monde inconnu ou bien le monde des invisibles. Les chercheurs comme Bernard Maupoil, Albert de Surgy ou bien Roger Brand, qui ont fait leur thèse sur le vaudou, en font état dans leur thèse. En définitive, le terme vaudou signifie littéralement traduit le monde des invisibles. Cela veut dire pour le vaudouisant que la nature qui nous entoure a un double invisible. L'être humain a un double que l'on appelle le psychisme. La nature visible n'est que le reflet de la nature invisible. L'être humain n'est que la matérialisation de son psychisme. Ça, c'est ce que pensent les vaudouisants. Bref, pour le vaudouisant, c'est l'invisible qui commande au visible. Tout ce qui arrive à l'humain est quasi psychosomatique pour eux. Alors, pour expliquer la vie de l'être humain, il faut descendre dans son psychisme pour trouver les causes premières. Le plus important dans le vaudou, c'est que le monde invisible n'est pas dissocié du monde visible. Au contraire, le monde visible n'est que le prolongement du monde invisible. C'est ce prolongement naturel qui constitue la cosmogonie du vaudou.
Alors, quand on parle de cette cosmogonie, je n'ai pas réussi à faire un beau dessin, mais je le présente à peu près comme ça. Alors, cette cosmogonie ressemble à une forme pyramidale. Et au sommet, il y a un point. Et je me demande même si ce point existe. Et ce point s'appelle Maou, être suprême. Quand on descend en dessous de ce point, on a Fetum, ou la mémoire de l'être suprême. C'est là que se prépare le monde matériel à devenir. Et en bas, nous avons Agboum, le monde où la vie prend des formes matérielles. En définitive, pour le vaudouisant, il y a deux mondes, visible et invisible. Le monde invisible se constitue de l'être suprême Maou et de sa mémoire Fetum. Le monde visible se constitue de la matérialisation de l'être suprême sous ses multiples formes, sous ses formes infinies. D'ailleurs, le nom complet de l'être suprême se dit Maou Segbolissa, Atako Kodabi, traduit en français littéralement, être suprême, vieille âme, Père tout-puissant aux matérialisations infinies. Le vaudouisant dit que l'être humain n'est qu'un maillon de la grande chaîne des matérialisations de l'être suprême. Donc, en réalité, ce terme qui est l'être suprême n'est qu'un courant. Dans ma tête, ça fait un courant électrique qui réunit tout ce qui est matériel sur Terre. Et l'être humain n'est qu'un maillon du chapelet. Le lézard, c'est un maillon du chapelet. Le fleuve, c'est un maillon du chapelet. Mais que j'ai essayé de représenter comme ça. Je ne suis pas bon dessinateur, hein, vous m'en excuserez. Quel que soit le type de vaudou, par exemple, partout où vous allez, et on vous parle du vaudou, et on vous donne une matière vaudou, un objet vaudou, eh bien, cet objet vaudou relève nécessairement de l'une des matérialisations primordiales, des premières matérialisations de Maou, de l'être suprême. Nous avons d'abord l'air, qui est représenté chez les vaudouisants par Afan, on dit en Yoruba Ifa, on dit aussi le Fa, et qui représente le verbe. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Deuxième position, nous avons le feu, qui est représenté par le vaudou Khebiasso. Les Yoruba disent Shango, et le terme Shango se retrouve aussi dans les Antilles et au Brésil. Ça correspond à l'alchimie, là où les choses se mélangent, se fabriquent, là où on transforme de quelque chose à quelque chose d'autre. Nous avons l'eau, qui est représentée dans le vaudou par le vaudou Dan, c'est-à-dire le serpent. Et en même temps, le vaudou Mamiwata, qui est vulgairement traduit la sirène. Cela correspond à la procréation, la multiplication, la richesse, pour ainsi dire. Et ça correspond aussi quelque part à la femme, parce que la femme, chez les vaudouisants, est symbole de richesse, symbole de multiplication. Et puis, nous avons la terre, qui est représenté chez les vaudouisants par vaudou Anigmato, ce que Bernard Maupoil ou bien Albert de Surgy appelle le vaudou de la variole, parce qu'avec les plantes qui constituent ce vaudou-là, on traite la variole et tous les boutons qui sont sur le corps. D'ailleurs, la matérialisation de ce vaudou se présente par des tessons de bouteilles qui sont plantés dans la terre qui constitue, dans la botte de terre qui constitue ce vaudou. Alors, les objets vaudous, quels qu'ils soient, sont des réceptacles, des symboles pour pouvoir vous rappeler de ce que ça constitue. Pourquoi est-ce que je vous parle plus particulièrement du vaudou Anigmato? C'est que quand on parle d'un vaudou, c'est qu'il y a des plantes avec. Ce sont ces plantes-là qui constituent le secret de ce vaudou-là. Et ces plantes-là, on les utilise pour des traitements très très souvent. Alors donc, le vaudou Anigmato, qui correspond à la terre, eh bien, se rapporte à la dualité. Donc, tout ce qui est sur terre est double.
a un double spirituel. Tout ce que nous voyons a un double spirituel, un double invisible. Le vaudouisant se dit aussi que chaque individu constitue une mission de l'être suprême, un destin terrestre. Alors, le vaudouisant veut accomplir sa mission terrestre avant de mourir et rejoindre la mémoire de l'être suprême, Fatub, d'où il reviendra pour continuer sa mission ou pour une autre mission terrestre. Là déjà, nous avons l'idée de réincarnation, ce qui est très très important chez les vaudouisants. Pour connaître clairement leur mission terrestre, les agatados se font initier au fa destin. Ici, avant d'aller un peu plus loin, c'est en 1986 que, après plusieurs thèses sur le fa, après plusieurs thèses sur le vaudou, c'est en 1986, dans mon mémoire de DEA, que je montrais que le fa, ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas une seule matière, mais c'est quelque chose de double. Il y a un côté qui constitue le destin, le verbe incarné, le verbe, la terre, le verbe avec lequel l'être suprême Maou a comment est-ce qu'on dit ça, a pétri la terre qui a constitué l'individu, et puis il y a l'autre côté du fa, qui est le fa, verbe que l'on utilise pour communiquer avec l'invisible. Donc il y a le verbe parole, le verbe communication et le verbe en tant que destin. Je vous donne cette explication pour ce qui va suivre. On va revenir dessus quand vous le voudrez. Alors, le fa destin est l'initiation de base chez les vaudouisants, plus particulièrement chez les agatados. C'est l'initiation à son propre destin. Le fa destin est le verbe par lequel l'être suprême, Maou, pétrit l'incarnation actuelle de l'individu. C'est sa mission terrestre actuelle. C'est son destin dans l'incarnation présente. Alors, comment est-ce que ça se passe? Quand le temps arrive, eh bien, on attrape l'impétrant à l'improviste et on le conduit dans une chambre de quarantaine. Et dans la chambre de quarantaine, eh bien, l'individu est symboliquement mort. Le lendemain matin, eh bien, cet individu est tatoué des mots, de ces mots, M-A-U-X, ces problèmes actuels pour lesquels l'individu veut faire l'initiation. Ces mots-là sont tatoués sur le corps de l'individu. Très souvent, chez les agatados, le masque se fait comme ça. Le masque, c'est un tatouage, c'est le kaolin, ou bien les couleurs qu'on met sur le corps de l'individu, ou bien sur son visage. Alors, avant de le conduire à l'initiation, on le charge de ces mots. Donc, il y a une poterie dans laquelle on met des plantes avec laquelle on va laver l'individu par la suite. Dans cette poterie, eh bien, on met les charges, les mots, les problèmes de l'individu. Et c'est ainsi que le matin, on part, on voyage vers l'ouest. Donc l'individu qui meurt, chez les agatados, les vaudouisants, la personne qui meurt traverse un fleuve et va vers l'ouest. Et va traverser le fleuve. Et sur son cheminement, eh bien, la communauté qui est tout le temps avec l'individu le détourne le défunt, symbolique bien sûr, de ce voyage définitif, de ce voyage éternel pour l'amener au bois sacré, Zomé, le temple dans lequel on va l'aider à son initiation. Là, je ne vous ai pas montré le bois sacré, mais ce n'est pas grave. On est déjà sorti du bois sacré. L'individu est initié. Ça a été rapide, hein? Si vous voulez voir l'intérieur, eh bien, on se paye le billet d'avion, je vous amène, et parce qu'il faut, quand vous y arrivez, quand vous allez au bois sacré, eh bien, vous ressortirez comme ça. Même ceux qui n'ont pas de cheveux, on arrange pour leur raser la tête. Alors, regardez très bien l'impétrant. Je ne dis rien, je suis sûr que vous poserez des questions dessus. Là, c'est une femme.
De toute manière, je vais vous montrer, vous verrez un peu plus près. Alors, voilà l'initié qui est sur votre gauche. Et tout à l'heure, quand vous avez vu les gens qui partaient au bois sacré, ils sont nombreux. À cette époque-là, ils étaient 14. Et ils étaient 14 impétrants, et nous étions 7 à 8 prêtres à les initier. Parce que seul, c'est un peu hard. Parce qu'une seule personne, son initiation, si ça se passe bien, ça peut durer 3 heures dans le bois sacré comme ça. Mais l'initiation dans le temps dure originellement 16 jours. Mais avec le temps, on a réduit à 8 jours. Bon, à Paris, comme là, il faut quand même que j'aille travailler. Alors donc, on réduit ça au week-end. Je vous fais remarquer que le vaudou est l'une des rares religions à s'adapter au temps et à l'espace. Partout où on va, on peut faire le vaudou en s'adaptant au milieu, à l'environnement, parce que le vaudou, c'est davantage une religion de la nature qui utilise l'environnement écologique. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a du mal à trouver par des preuves archéologiques pour prouver l'origine du vaudou, parce qu'on utilise la stratégie de la terre brûlée. Tout est fait avec de la terre. Une fois qu'on part de là, eh bien, les intempéries font tout partir. Quand on touche à la pierre pour constituer le vaudou, la pierre n'est pas taillée. La pierre reste à l'état, on travaille avec, et une fois qu'on part, la pierre là devient quelque chose de comme ça. Quand par exemple, en 1946-48, on a fait l'exposition des arts nègres à Paris, et on a amené des statuettes de vaudou, on l'a fait ça exprès, rien que pour les Blancs. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Parce que tout ça a été déshabillé. Tous les objets vaudous que vous pouvez voir au Quai Branly ou bien au Musée de l'Homme, tout ça là, c'est enlevé de leur billet, complètement déshabillé. Parce que là, on l'habille pour pouvoir faire un rituel avec, parce qu'on ne s'en sépare pas. Ça se transmet, c'est un héritage. C'est un héritage. Alors, on en a fait, avec la conversion au christianisme à coup de gourdin, on vous donne, prenez. D'ailleurs, on va revenir dessus. Alors donc, quand on va au bois sacré pour votre initiation, eh bien, vous allez en sortir avec un legs. C'est le legs qui est sur le côté. La boule ronde blanche là, je ne vais pas vous dire ce qui est dedans, mais je vous fais une allusion dans un autre livre qui va vous dire quelque chose. Tu es terre et terre tu redeviendras. Quand on dit géomancie, eh bien tout se fait par terre. Et c'est la terre, le verbe que l'être suprême a utilisé pour vous pétrir qu'on va trouver et qui se trouve dans la boule. Vous pouvez être fort n'importe comment, quand on prend votre boule, eh bien on vous détruit en moins de rien. C'est l'expérience que j'ai pu avoir. Alors, oui, tiens, là je fais un peu de mercatique en attendant. Alors, là, j'ai écrit, dans mes recherches, il m'est arrivé d'écrire des livres. Alors, les livres, vous pouvez l'avoir sur le site de aniboué.com. Sinon, il se trouve au 52 rue Greneta, dans Paris. 52 rue Greneta. Et là, je reviens encore un tout petit peu sur l'initiation au Fa d'Esther pour vous donner d'autres images que vous n'avez pas eues tout à l'heure. Alors, bon, par exemple, je parlais du Fa en tant que verbe de communication. Eh bien, là, ils sont en consultation. Avant, quand quelqu'un a un problème, quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous êtes malade. Vous avez raté le mariage, vous êtes malade. Vous ratez votre BEPC, vous ratez votre bac 2-3 fois, vous êtes plus que malade. Vous ratez un mariage, vous êtes malade. Donc c'est la disharmonie dans votre vie qui est la maladie chez les vaudouisants. C'est comme ça qu'ils le traitent. Alors quand vous allez voir un prêtre, le prêtre, vous lui racontez votre histoire, il dit, mais avant tout, il faut qu'on fasse une consultation. Et la consultation se fait telle qu'elle. Ça c'est le côté verbe, communication. Comme disait Bascoms, if a divination, communication between God and man. Alors donc,
la consultation se fait avec des chapelets divinatoires que l'on appelle Goumaga. Et en fond, on dit Kwele. Voilà, de plus près, ce chapelet divinatoire. Ce chapelet divinatoire est fait sur 4 niveaux. Alors, donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est de l'aube d'un même fruit que l'on appelle avini. Donc, si par exemple, vous demandez à ce que l'on vous fasse ça, il faut que ça corresponde à ça. Il faut que ce soit le même fruit, qui soit au même niveau. Alors donc, je disais tout à l'heure, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc, c'est ça qui fait la combinaison de la géomancie communication. Donc, là maintenant, je repars et par exemple, la consultation dit que monsieur, par exemple, il faut l'initier au Fa. Alors quand il arrive, c'est le soir généralement que ça commence, je vais lui demander, bien, écoutez monsieur, est-ce que vous pourriez me décapsuler cette bière-là? Quand il a la main sur la bouteille, on l'attrape à l'improviste. Vous voyez par exemple la dame, elle en a pratiquement perdu son pagne. Elle a rattrapé le pas parce qu'elle a été surprise. Et elle avait quelque chose à la main, bon, on lui prend tout ça, et bon. Alors donc là, elle est conduite dans la chambre de quarantaine. Là, elle est symboliquement morte. Donc maintenant, elle va traverser tous les rituels que l'on fait pour une dépouille mortelle. On va le lui faire, le conduire pour traverser le fleuve. Et c'est sur le chemin que la communauté va la détourner de son chemin pour le voyage éternel. Et on va, là, on le ramène. C'est tout comme, d'ailleurs, comparé à l'accouchement, les vaudouisants disent qu'une femme qui accouche, c'est une femme qui est entre la vie et la mort. Vous voyez, c'est ce passage-là. Le passage-là, vous voyez, il y a encore un utérus là qui est invisible, pour ainsi dire. Et là où on attrape l'individu, on l'amène au bois sacré et on le fait renaître. Alors, avant de partir, quand on sort le lendemain matin, avant de partir, on arrive à la croisée des chemins, à un carrefour. À ce carrefour-là, on va tracer une figure géométrique. Chez les Ayatado, il y a 8 points cardinaux. 4 points cardinaux visibles et 4 points cardinaux invisibles. Ces 8 points cardinaux, on va les tracer dans une figure que l'on appelle veuve. Et ces 16 cases-là, de base, constituent les signes mères de la géomancie. La géomancie occidentale, la géomancie juive, la géomancie arabe comportent 16 signes. Chez les Ayatado, c'est 16 signes puissance 4, c'est-à-dire 256 signes. Chez les Ayatado, leur géomancie est constituée de 256 signes. Alors donc, à ce carrefour-là, on va invoquer les entités cosmiques de ces 8 points cardinaux-là et leur confier, leur dire, ben là, on part, on est à un carrefour, on part pour le bois sacré, pour l'initiation de tel individu. Là, on est toujours sur le chemin. Vous voyez, là, l'impétrante porte ses bagages sur la tête et la communauté l'accompagne, ses parents et d'autres anciens initiés. Et là où on est là, on était à l'entrée de la maison où se trouve le vaudou le plus populaire chez les Ayatado que l'on appelle le gardien du seuil. Alors, on va lui confier nos problèmes, lui dire que nous partons dans un voyage, il faut que tu gardes la maison et puis que quand toutes les mauvaises choses qui vont venir, tu les gardes là et puis tu nous envoies seulement les bonnes choses. Eh bien, là, comme tout à l'heure, on a déjà fait l'initiation et c'est le retour. Voilà, ça se voit que c'est vraiment une femme, c'est une initiée. Et elle a dans les mains les legs de son initiation. On ramène toujours un leg, des legs de votre initiation. Et une bonne partie de ces legs est constituée de ce que l'on appelle les noix sacrées.
Ce sont des noix, mais je pense que vous allez voir ça tout à l'heure. Alors d'abord, quand on revient du bois sacré, on lave les legs que vous ramenez. On les lave. Et là, ils sont en train de savonner. C'était quand on avait fait les 14 initiations. Là, on est en train de, vous voyez que si on n'est pas nombreux, on ne peut rien faire. Donc, chaque personne prend les legs d'un initié. Et voilà, vous pouvez voir là les noix sacrées, qui sont des petites noix noires dans les mains des prêtres. Alors, une fois revenu du bois sacré, une fois que vous êtes initié avec vos legs, on va vous apprendre à utiliser vos legs, par exemple, à faire des check-up, à poser des questions courtes à laquelle vous pouvez avoir une réponse très très rapidement. Donc, on prend les legs qui sont les noix sacrées avec lesquelles on trace des signes sur un plateau et chaque signe nécessairement veut dire quelque chose. Alors, à la fin de l'initiation, étant entendu que l'on a invoqué les entités des 8 points cardinaux, eh bien, ces entités-là, on va les renvoyer. Dit, mais maintenant, on a fini le travail, vous allez retourner dans vos pénates d'où vous êtes venus, mais plus particulièrement, on va confier aux mauvaises entités les mauvais côtés du signe de naissance de cette personne-là, pour que les mauvaises entités aillent juguler les mauvais côtés de son initiation. Donc c'est ce côté dualité dont je parlais tout à l'heure. Chez les vaudouisants, ils reconnaissent que dans ce monde, il y a un côté bien et il y a un côté mal. C'est-à-dire, il y a une complémentarité entre le positif et le négatif. S'il n'y a pas le positif, le négatif n'existe pas. Et s'il n'y a pas le négatif, le positif non plus n'existe pas. C'est à cause de ça que, par exemple, ils reconnaissent l'existence de la sorcellerie malfaisante. Mais la sorcellerie, c'est avant tout de pouvoir voir ce que les autres ne voient pas. Alors donc, on renvoie ainsi les entités que l'on a invoquées. Alors, sur votre gauche, c'est un objet très très important pour la géomancie. Moi, je l'appelle la baguette du Fa. Sur votre gauche, c'est le fonctionnel que j'ai dessiné. Bon, j'ai oublié de l'apporter là parce que j'en ai un à la maison. On l'utilise pour rythmer les prières. On peut l'utiliser aussi pour immoler atrocement un bélier, un mouton, ou bien un bouc, ou bien une chèvre par exemple. Quand on immole comme ça, brutalement et méchamment une bête, c'est parce que la mort s'est incrustée, mais vraiment, dans l'âme de l'individu, et on détruit la mort comme ça, brutalement, dans l'esprit de l'individu. Par contre, vous avez sur votre droite, ce sont des alonfis ou bien des baguettes du Fa qui sont en ivoire et qui mesurent 45 cm, exposées au musée de l'Homme. Et on me dit que ce sont les baguettes du Fa de Guédégbé. Guédégbé, c'est le dernier prêtre vaudou du roi Benhazi du Bénin. Ça, on ne peut jamais s'en séparer. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a fait des objets vaudous pour les Blancs. En voilà un exemple. Déjà, les baguettes en ivoire, je vous assure que 45 cm, vous voyez la taille que là pour rythmer la prière avec. Tiens, vous pouvez, et puis surtout, un sac géomantique est de cette taille-là. Alors ça ne rentrera jamais dans le sac. Donc, c'est encore quelque chose qui a été fait pour les gens qui sont venus nous civiliser dans notre brousse. Alors, ceci dit, je pense qu'on arrive maintenant à la question qui nous est posée aujourd'hui. L'Occident, vu d'ailleurs, acculturation de l'ésotérisme hors d'Europe. Autrement posé, quelle est l'influence de l'Occident sur l'ésotérisme africain? C'est la question qui m'est posée là. Alors moi, je vous propose dans la communication, le vaudou, un système religieux de la vie de tous les jours. C'est tous les jours que je viens de vous montrer. Et je vais répondre maintenant à la question. Comment est-ce que l'Occident
influence l'ésotérisme africain, direct. Des éléments de réponse sur 3 points. D'abord, le vaudou dans les Antilles. Il avait été interdit aux esclaves toute représentation de leurs origines, que ce soit par les objets, des chants ou bien par des rituels. Les esclaves, à ce moment-là, ont remplacé le legba, le vaudou le plus populaire du vaudou, l'objet vaudou le plus populaire chez les Agatado, ils l'ont remplacé par l'image de saint Thomas avec sa cape rouge, parce que le legba est régulièrement recouverte d'huile rouge ou bien du sang des animaux sacrifiés. Le vaudou Mamiata est remplacé par la statuette de la Vierge Marie. Aux Antilles, le vaudou Mamiata s'appelle, on le dit, Erzuli. Les esclaves se réunissaient donc au fin fond de la forêt, dans la nuit profonde, pour invoquer leurs ancêtres. D'ailleurs, le vaudou reste diabolisé jusqu'à aujourd'hui dans les Antilles, quand bien même les Haïtiens réclament le vaudou comme leur religion nationale. Aux Antilles, d'aucuns parlent de syncrétisme, parce qu'il y a la Vierge Marie, parce qu'il y a saint Thomas, parce qu'il y a le crucifix, ainsi de suite. Moi, personnellement, je dis tout simplement qu'une fois de plus, le vaudou s'est adapté au temps et à l'espace. Parce que les gens savent que, par exemple, n'importe qui, quel imbécile, sait que cet objet est inerte. Et que ça ne peut rien vous apporter. Pour eux, il y a quelque chose qui est plus loin derrière. Ça ne leur sert qu'un réceptacle, un objet de concentration pour atteindre quelque chose qu'ils veulent. Deuxième point, élément de réponse, le vaudou en Afrique. En Afrique, le vaudou a vraiment pris le maquis après la conférence de Berlin en 1885, quand la colonisation de l'Afrique se faisait à coups de gourdin avec autres tortures physiques et morales. Les vaudouisants ont vu leur temple brûler, leur lieu sacré foulé aux pieds, alors les vieux se taisent. Les rituels ne se font plus jamais devant les profanes. Et le chrétien africain se met à vivre une double vie que Monseigneur Sastre, évêque de Lokossa, au Bénin, résume de la façon suivante. Mes paroissiens, ils viennent à l'église le dimanche pour se réserver une place au ciel. Pour leur vie de tous les jours, eh bien, chacun a son vaudou sous son lit. Le vaudou pour le commerce, le vaudou de protection, le vaudou pour l'agriculture. Le révérend père Vitus Pagna, un prêtre catholique romain, est mort dans un accident de la circulation. Sa dépouille mortelle a été veillée dans une chapelle désaffectée, en dehors de la communauté, de l'aire communautaire habituellement utilisée. Il est enterré à l'intérieur de la cathédrale de la ville, c'est-à-dire en dehors du cimetière normal, du cimetière habituel. Ensuite, son âme, en évêque Louvon, a été récupérée au lieu de l'accident pour être enterrée dans un cimetière normal, comme si on veut lui montrer le chemin de partir et traverser le fleuve. Je signale quelque chose entre guillemets. J'ai servi au cours des 2 messes d'inhumation. Il y a eu 2 initiations, bien qu'il soit prêtre, il a eu les deux inhumations des accidentés, naturellement, et avec la messe en plus. J'ai servi dans les 2 messes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que chez les Agatado, la dépouille mortelle d'un accidenté est enterré en dehors du cimetière habituel comme un rejet de la mort brutale. L'âme supposée surprise lors de l'accident est récupérée et enterrée dans un cimetière habituel comme pour lui montrer le chemin pour traverser le fleuve. C'est dire, à mon avis, qu'un chrétien africain ne sera jamais chrétien à l'occidental, jamais. Car sa tradition s'incruste dans ses veines, dans sa vie de tous les jours. La preuve en est
les nouvelles églises pentecôtistes, par exemple, évangélistes, par exemple, qui chantent et dansent leur culte comme l'Afrique sait chanter et danser ses peines et ses douleurs. Troisième élément de réponse, l'intellectuel africain face à la tradition ancestrale. Bien avant la Première Guerre mondiale, l'Église catholique et l'Église protestante ont déjà commencé à former des catéchistes chez les Agiatados sur la côte ouest africaine, donc, comme je disais tout à l'heure. Ces formations se sont intensifiées avec le temps et surtout après la Deuxième Guerre mondiale avec la formation de prêtres catholiques et de pasteurs protestants. D'autre part, à partir des années 50, la France a recruté massivement, la France par exemple, l'Occident en général, a recruté massivement dans ses colonies pour reconstruire l'économie de la métropole. Je prends par exemple le mouvement des Aparanto des années 60 qui était particulièrement dirigé par les missionnaires. Et l'un d'entre eux, que je connaissais très bien, le révérend père Gérard Nuadi, qui est décédé il y a moins de 2 mois. On venait chercher les jeunes en Afrique et qu'on plaçait dans des familles d'accueil en France. Certainement, c'est la main-d'œuvre que l'on prépare à venir. L'école est devenue obligatoire bien avant les indépendances. Je fais partie de cette dernière génération à qui l'on apprenait que nos ancêtres étaient des Gaulois avec des yeux bleus et qui vivaient dans des grottes. À cette époque-là, le catéchisme, dans le livre de catéchisme, le diable était noir et Dieu était blanc. Tout ça là, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Je fais ce résumé de l'histoire juste pour vous dire que l'Africain se préparait doucement, mais sûrement, à devenir un intellectuel à l'occidental. Nous sommes des intellectuels sur le sol africain ou bien vivant en Occident. Certains d'entre nous acceptent la tradition de nos ancêtres, d'autres la nient, et le troisième groupe la condamne. Mais tous les 3 groupes reconnaissent l'existence du vaudou, sans exception. Une très grande majorité des intellectuels adhèrent à la franc-maçonnerie, au rosicrucianisme ou bien à d'autres écoles ésotériques occidentales. Enfin, nous sommes une très petite minorité d'intellectuels à retourner dans les temples pour chercher à comprendre comment une motte de terre peut influencer la vie d'un individu et comment est-ce que le sacrifice d'une bête peut prendre la place d'un individu dans l'étreinte de la mort. Cela ne peut se faire que par la pratique. Alors, vous allez me demander, aujourd'hui, y a-t-il encore un vaudou authentique? Je dirais oui. En Afrique, le vaudou est resté immuable. Il s'adapte au temps et à l'espace. Oui, il se pratique encore aujourd'hui le vaudou authentique en Afrique, ici même à Paris, sans oublier les Antilles et le Brésil. Je vous remercie.